Bonjour, je suis Diomandé Ibrahim, je suis étudiant en faculté de géologie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Aujourd'hui, c'est ma première exposition. Cette première exposition portera sur les roches exogènes. D'abord, nous allons généraliser cette exposition. En généralité, nous pouvons dire que les roches exogènes, comme définition, sont des roches qui se forment à la surface du globe terrestre par des mécanismes de la géodynamique, qui fait ainsi intervenir des processus sédimentaires comme l'altération, le transport, le dépôt et la diagénèse. Par là, nous pouvons diviser ces roches exogènes en deux catégories, comme les roches sédimentaires et les roches résiduelles. Les roches exogènes, appelées aussi roches sédimentaires, sont les constituants les plus communs et les plus observés de la surface de la Terre. Elles constituent 5% du volume de la lithosphère et s'étendent sur 75% des terres immergées. D'abord, ainsi était la généralité. On a dire que les roches exogènes qui constituaient les roches sédimentaires sont les constituants les plus communs et les plus observés de la surface de la Terre, qu'elle constituait ainsi 5% du volume de la lithosphère et s'étendait sur 75% des terres immergées. Mais pour cela, quels sont les processus de formation de ces roches exogènes? D'abord, nous allons parler des phénomènes d'altération. Le climat et les êtres vivants vont agir physiquement et chimiquement sur les roches superficielles. Par là, différents processus vont les dégrader. Après la réaction physique et chimique du climat et des êtres vivants, on assiste par la suite des processus de dégradation, de transport qui, euh, qui conduiront à la formation des sédiments détritiques. D'abord, la désagrégation physique. Comment se manifeste-t-elle? Les roches présentent des discontinuités, les roches présentent des discontinuités qui permettent la formation d'accidents sous l'effet de différents facteurs. Mais par là, nous allons énumérer ces différents accidents. Rares sont les roches formant des blocs parfaitement unis. De nombreuses discontinuités parsèment généralement les roches. Ce sont des diaclases qui sont des cassures dues à des déformations profondes. Les diaclases sont des cassures dues à des déformations profondes. On a des failles et des cassures accompagnées d'un déplacement des joints discontinuités entre deux. Les joints sont ceci constitue des discontinuités entre deux strates dues à des variations lors de la formation d'une roche sédimentaire. Je résume. Les roches formant des blocs parfaitement unis sont rares. Donc, on peut parler de diaclases. Des diaclases constituent des cassures entraînées par la déformation profonde, des failles, des cassures accompagnées d'un déplacement des joints. Voilà. Pour continuer, on peut parler aussi de la porosité. Quant à la porosité, les minéraux ou les particules ne forment pas un bloc homogène, mais laissent un pore entre eux. L'altération va agir principalement au niveau de ces surfaces de discontinuité. On peut distinguer les variations de température,
on peut distinguer les variations de température qui vont entraîner des phénomènes de dilatation, contraction importants, des minéraux importants des minéraux. Par là, on parle de thermoclasie. Pour dire ainsi que la thermoclasie, c'est un phénomène de dilatation et de contraction important des minéraux. Le rôle du gel à travers les fissures ou les pores. La cryoclasie. Je peux par là dire aussi que la cryoclasie constitue le rôle du gel de l'eau à travers les fissures ou les pores des roches. La cryoclasie n'est non plus pas à négliger. La circulation d'eau dans les fissures et les pores. L'évaporation déstabilise la structure des roches poreuses. En diminuant la structure des roches poreuses, l'évaporation déstabilise la structure des roches poreuses en diminuant leur structure, également la pression à l'intérieur de la roche. Après évaporation, on a la recristallisation des minéraux dissous, transportés par l'eau. Il y a la pression sur les parois. Cela fait des pressions sur les parois des fissures. Ainsi, on parle d'alloclasie. L'alloclasie, c'est la recristallisation des minéraux dissous transportés par l'eau, faisant la pression sur les parois des fissures des blocs rocheux. La gravité, quant à elle, va entraîner de nouveaux accidents. Les éboulis vont entraîner la chute des blocs en un ou en petit nombre et se classent selon la taille et le poids des blocs. Les éboulements constituent l'écroulement des pans de falaise. Les éboulements sont des écroulements des pans de falaise. Il n'y a pas de vrai classement des roches. Les glissements. En parlant de glissement, on peut dire qu'une roche profonde change de comportement et devient instable. Elle entraîne des couches sous-jacentes. C'est le cas avec l'argile qui sèche et est solide, mais mouillée devient plastique. L'argile sèche est solide, mais quand elle est mouillée, elle devient plastique. C'est le cas aussi avec le gypse qui est dissous par l'eau. Les disjonctions. Les blocs se fragmentent mais restent sur place. Citons des cas particuliers. Citons quelques cas particuliers comme le cas des prismes basaltiques. En parlant du cas des prismes basaltiques, le cas des prismes basaltiques comme la chaussée du géant, comme la chaussée, des géants en Islande, formée lors du refroidissement de la lave. Les prismes basaltiques les prismes basaltiques comme la chaussée des géants en Islande, formés lors du refroidissement de la lave. On retrouve au niveau du talus continental. Les talus continentales sont des zones de transition entre la croûte continentale et océanique. La plupart de ces accidents, on peut parler d'écroulement ou rockfall, de glissement ou sliding, des glissements et déformations au slooping, d'autres comme le courant en masse ou mass flow et les turbidites, qui sont propres au talus. Les différents facteurs intervenants. Les facteurs intervenants, nous pouvons citer le vent.
Le vent intervient particulièrement dans les régions dénudées, provoquant la déflation. La déflation par l'action de balayage qui peut aussi aboutir à des dépressions du sol telles que les shorts et les sepcards qui constituent des lacs en milieu désertique. Les shorts et les sepcards, je disais, constituent des lacs en milieu désertique. Le vent aussi peut entraîner la corrosion et l'abrasion par l'action des particules transformées. Les particules rondes sont des grains de sable transportés par le vent. Les dracanteurs sont des cailloux à deux faces opposées au vent, l'une servant de base. Le vent aussi peut entraîner des ruissellements d'eau par les vents, mais les ruissellements d'eau peuvent aboutir à des ravinements, des lapides en région calcaire. Des lapides en région calcaire, ce sont des sillons issus de lussures et de l'action de dissolution de l'eau. Des cheminées de fées. Des cheminées de fées dans les dépôts morainiques, des chaos granitiques par entraînement de l'arène sableuse. On a aussi les glaciers. Les glaciers ont deux types d'actions. D'abord, ils agissent sur les terrains résistants, c'est-à-dire les terrains granitiques. C'est le poids du glacier sur le fond de la vallée qui prédomine. Cela aboutit aux vallées en V. En résumé, je peux dire que sur les terrains granitiques, le poids du glacier domine sur le fond de la vallée. Dans la mesure où le poids de la vallée prédomine, où le poids du glacier prédomine sur le fond de la vallée, on aboutit à la formation de vallées en auge, pas des vallées en U, ni en V, des vallées en auge. En terrain friable, l'action va plutôt se faire sur des parois et former des vallées en V. Les vallées agissent sur la côte par mitraillage de sable. On a les grains émoussés, les grains luisants et évoïdes, et de galets par pression contre les parois. La pression de l'eau, mais aussi de l'air, piégé dans les fissures par succion. On parle de ressac par vibration. Le flux et le reflux des marées. Le flux et le reflux des marées va créer des courants, des flots juisants qui érodent le fond et les berges par intense balayage. Pour des courants moins forts, on aboutit à des sols durs ou hard ground. Je résume. Le flux et le reflux des marées. Donc on a des ras des marées, voilà, vont créer des courants, des flots jusants. Ces courants et ces flots jusants vont éroder le fond et les berges par balayage, intense balayage bien sûr. Pour des courants moins forts, on aboutit à des sols durs. Si le terrain est moins fort, on aboutit à des sols durs ou encore hard ground. Le recul des falaises. Le recul des falaises va correspondre à un éboulement de la paroi. Surtout, cela est entraîné par des actions continentales pas marines, puis un déblaiement du matériel érodé ou soliflué par la mer. On continue. Maintenant, on parle de la désagrégation chimique et biochimique. L'eau en est le principal acteur, mais il en existe d'autres. L'eau est le principal agent d'altération. C'est un acide faible. Elle a donc une action de dissolution sur les roches. Cette action est renforcée par le fait que l'eau ruisselle. Cela entretient et amplifie le phénomène. Par là, on va parler de lessivage.
L'eau agit également par hydratation. Les minéraux hydratés augmentent de volume par rapport à leur forme. Ils déstabilisent les roches, surtout les anhydrites comme le gypse. Le rapport est inférieur à 3. Cela signifie que des atomes peu si le rapport est inférieur à 3, cela signifie des atomes peu chargés. En présence d'eau, les cations vont entrer en solution. Na, c'est-à-dire le sodium, Ca, le calcium, Mg, le magnésium. Pour K, le potassium, pour le potassium, le rapport est supérieur à 1, très peu chargé. L'hydratation est plus faible car les atomes ont moins d'affinité pour l'eau. Ceci explique qu'il existe qu'il en existe préférentiellement dans les structures minérales. Ainsi, on a une équation, cela donne une équation telle que l'inconnu, le corps en question, plus de l'eau va donner un nombre X de ce corps en question plus de l'hydrogène. Le rapport est compris lorsque le rapport est compris entre 3 et 10, les cations sont plus actifs et cassent le dipôle d'eau. Ils sont hydratés mais peu ionisés. Il y a alors précipitation. Quand il y a précipitation, on a le fer, l'atome de fer, l'atome d'aluminium et l'atome de magnésium. Ce phénomène est à l'origine de la déformation de certains minéraux. La bauxite pour l'aluminium. Lorsque le rapport est supérieur à 10, le potentiel ionique est donc élevé. Et cela va aboutir à la rupture du dipôle d'eau par une forte attraction de l'ion oxygène. O2-. Il y a solubilisation de l'ion car il est hydraté et ionisé. C'est le cas de la silice et le carbonate qui sont des composés majoritaires des roches. Merci pour votre attention. L'exposition d'aujourd'hui